Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, le balado et l'émission de l'Association étudiante en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Lors du dernier épisode, j'ai été accompagnée de Jeanne et de Liliane qui nous ont parlé de la société civile et de l'implication de la société civile dans la démocratie. Donc, je vous invite à aller l'écouter, l'épisode dès que vous aurez le moment. Aujourd'hui, on change complètement de sujet. On s'en va plus dans un sujet économique. On va parler de la Ligue nationale de football américaine et de l'économie qui tourne autour de cette institution-là. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Renaud, un biapriste en première année, et de Dylan, un étudiant et photographe sportif, invité spécial. Donc, bonjour les gars, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci beaucoup. Et toi, Renaud, comment ça va? Moi, ça va, ça coche, merci. Donc, aujourd'hui, vous venez nous parler de football, mais plus précisément de la NFL. Pour commencer puis introduire le sujet, j'aimerais savoir votre passion pour le football et la NFL provient d'où? Puis je veux savoir aussi, par curiosité, c'est quoi vos équipes préférées? Ben, moi, ma passion, j'aime le sport depuis que je suis jeune, mais c'est surtout depuis quelques années, dans le fond, que je me passionne vraiment pour le football, parce que je trouve que au niveau analytique puis au niveau stratégique, c'est un sport qui a peut-être un petit avantage sur les autres, mettons comme le hockey ou le basket. Je trouve qu'il y a plus de stratégies qui sont liées à ça, puis je trouve vraiment que c'est un sport qui est le fun à regarder à la télévision. Puis moi, dans le fond, l'équipe qui m'a plus mis en amour avec le sport, c'est les Seahawks de Seattle en 2014. Puis mon joueur préféré, c'est Russell Wilson. Fait que c'est pas mal depuis ce temps-là que j'aime le football, là. Et toi, Dylan? De mon côté, le football, j'aime ça. Donc, j'ai commencé à aimer le football durant la fin du secondaire. Donc, j'ai commencé à jouer. Ensuite, j'ai évolué au campus Notre-Dame-de-Foix en Division 1 pendant 3 ans. Je dirais que ma passion pour le football a commencé avec un joueur, Odell Beckham Jr. Donc, c'est lui qui m'a donné envie de jouer au football, qui est aussi mon joueur favori. Donc, mon équipe, c'est les Ravens de Baltimore. Je pense que c'est pas mal tout pour moi. Tu jouais pour Notre-Dame-de-Foix, à quelle position, par curiosité? J'étais porteur de ballon. Porteur de ballon. Puis après le cégep, as-tu continué ou? Non, j'ai pas continué mon parcours, ma carrière en football après le cégep, malheureusement. Dans ta présentation, j'ai dit que t'étais photographe sportif. Est-ce que tu photographies du football ou non? Oui, je dirais que je fais pas mal tous les sports en général. C'est un peu ce qui m'a aidé dans le fond à faire ma transition entre la fin de mon parcours en football aussi et un peu penser à d'autres choses dans ma vie, mais je fais tous les sports en termes de photos. Parfait. Donc encore aujourd'hui, malgré le fait que tu joues pas au football, le football, t'es encore très proche de ce sport-là. Absolument, je pense que c'est un très beau sport. J'ai eu la chance de faire plusieurs sports dans ma vie. Je pense que c'est l'un des sports que j'ai le plus aimé. C'est aussi l'un des sports qui est le plus difficile, je pense, à jouer. Super. Donc là, on va introduire plus le sujet d'aujourd'hui, donc l'économie et la NFL. Souvent, quand on pense à la NFL puis retombée économique, on pense, parce que moi je parle personnellement, la première image qui nous vient en tête, c'est le Super Bowl. Tu veux pas, il y a beaucoup de pubs là, autour du Super Bowl et puis ça l'engendre beaucoup de visionnement aussi. Est-ce que les retombées économiques du Super Bowl tournent principalement autour de cet événement-là ou il y a d'autres retombées économiques assez importantes autour de ce sport-là? Je pense qu'il faut savoir que la NFL génère beaucoup d'argent et le Super Bowl en est juste une petite partie. Donc, c'est environ 7% des revenus de la NFL qui sont liés au Super Bowl. Je pense que la NFL, il y a vraiment d'autres aspects autres que le Super Bowl, mais je pense qu'en termes de visibilité, c'est un événement qui est vraiment important. Mais en termes de revenus, il faut savoir que c'est beaucoup d'organisations aussi. Puis, c'est pas juste le Super Bowl qui ramène de l'argent à la NFL. Toi, Renaud, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres sources de revenus ou je pense aussi que dans le fond, le Super Bowl, c'est sûr que le monde qui va au match, c'est pas les fans de tous les jours, parce que c'est quand même des billets qui sont pas nécessairement abordables au public général. Puis, contrairement à la saison régulière, les groupes, les fanbases de football américain vont quand même générer du profit pour la NFL, que ce soit en s'achetant de la marchandise de l'équipe ou justement en aidant leur communauté, leur économie locale, en achetant beaucoup de nourriture pour ces événements-là, dans des événements chez des invités ou quoi que ce soit comme ça. Fait que je pense vraiment pas que nécessairement le Super Bowl, comme Dylan t'a dit, c'est la plus grosse source économique de la NFL, mais au niveau de la visibilité, c'est sûr que ça leur donne beaucoup de vues pour des nouveaux fans ou des choses comme ça, là. On dirait que j'ai l'impression que ça va générer principalement des revenus dans les autres pays que les États-Unis. Tu sais, nous, mettons, je parle Québec, je sais que souvent après le temps des fêtes, la restauration, ça tombe un peu mort. Mais souvent avec le Super Bowl, c'est difficile de trouver des réservations pour des groupes et tout. Fait que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait que j'ai l'impression que
le Super Bowl, oui, c'est une grosse retombée économique, mais comme indirecte pour les économies autres que l'économie américaine. Je pense aussi justement à ça que le Super Bowl va être plus profitable pour tous les autres business que la NFL un peu plus. Là. Si on compare ça, là, 7% de leurs revenus annuels, si on veut, c'est pas beaucoup, je pense. Juste pour un événement comme ça avec autant de personnes puis qui est autant mis de l'avant, je pense que c'est très peu. Parlant de publicité, là, là, on parle qu'il y a d'autres revenus de la NFL. Un, c'est la publicité. Avez-vous des exemples, mettons, de publicité que la NFL va utiliser justement pour générer des revenus? Là, ça peut être autant en lien avec le football que pas en lien avec le football. Je sais pas si vous comprenez ma question. Ben, la NFL, je trouve que c'est une des ligues, justement, avec la NBA qui médiatise le plus ses joueurs, puis qui vend beaucoup la personnalité de ses joueurs pour attirer des nouveaux fans, mais aussi que les fans se sentent aient un sentiment d'appartenance envers les joueurs qu'ils aiment puis leurs équipes. T'sais, en même temps, on l'a vu avec Taylor Swift cette année, il y a beaucoup de monde qui deviennent des fans des Chiefs à cause que c'est des fans de Taylor Swift. Puis c'est bien correct, puis c'est la même affaire pour le Super Bowl. Il y a beaucoup de visibilité qui vient avec les personnes qui veulent écouter les shows de la mi-temps. Parce que c'est peut-être pas des fans de sport explicitement, mais ils vont écouter le match parce que eux ils veulent voir Usher à la mi-temps, mettons. Toi, Dylan, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est la même chose. Je pense que la NFL laisse un peu son image aux joueurs par rapport à la publicité, dans le fond. Il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des organismes qui vont aller dans les communautés, aider des gens. Donc ça aussi, ça donne de la visibilité aux équipes, aux joueurs, puis à la NFL. Mais je pense qu'aussi qu'il faut savoir c'est une business, donc il y a du marketing qui est fait de ce côté-là aussi. Il y a des annonces qui vont être faites, il va y avoir des contrats avec plusieurs compagnies, il va y avoir des contrats avec la télévision aussi. Donc tout ça, ça fait partie de la publicité que la NFL pratique. Je suis curieuse, là, t'as mentionné Taylor Swift. Je voulais savoir, tu sais, il y a comme un gros débat là, sur la sphère publique qui est comme, tu sais, justement, le fait que Taylor Swift soit beaucoup mis de l'avant là, dans la NFL. Tu sais, le monde trouve ça comme poche et tout. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que, tu sais, vous trouvez que... Moi, perso, je trouve que éthiquement parlant, c'est comme pas nécessairement correct. Parce que veut pas, la fille, elle veut pas nécessairement être publicisée. Vous, je suis curieuse de savoir, là, est-ce que d'un point de vue moral, vous trouvez ça attrayant ou genre, ça vous dérange le fait de voir Taylor Swift à l'écran? Moi, personnellement, ça me dérange, mais je trouve que si on réfléchit au côté marketing, c'est bénéfique pour eux. Donc, faut penser à ça, c'est une business. Eux, ils veulent être rentables à la fin de l'année, ils veulent en profiter. Donc, de ce point de vue-là, c'est correct, mais je pense que on n'a jamais autant vu une star avoir autant, si on veut, de airtime à la télévision durant un match. Même dans des moments où c'est pas nécessairement en lien avec ce qui se passe sur le terrain, mais je pense que la NFL va en profiter au maximum. Dans le fond, c'est ça qui te dérange, le fait qu'il en montre, mais c'est pas nécessairement en lien avec ce qui se passe sur le jeu. C'est pas en lien avec le jeu. Des fois, ça n'a aucun rapport d'être. Ils vont la montrer. Mais écoute, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, mais je pense que pour les fans de football depuis longtemps, c'est pas nécessairement une bonne chose. On n'aime pas tout le temps ça, voir ça. Je pense qu'il y a tout le temps eu des stars qui se présentent au match. Je pense que c'est la star définitivement la plus médiatisée. Toi, Renaud, c'est quoi ton opinion sur le sujet? Moi, ça me dérange pas de la voir, parce que justement, je trouve que dans les matchs, on la voit genre peut-être 30 secondes à 1 minute par match qui dure environ 3 heures, mais c'est surtout sur la sphère médiatique qu'on la voit beaucoup. Je trouve que la NFL la publie beaucoup sur ses réseaux sociaux. Puis je pense que c'est surtout ça qui peut déranger certaines personnes, parce que dans le match, c'est tel que tel, mais c'est rien que tu vas la voir dans le match, mais après ça, tu vas la revoir sur ton Instagram, sur ton Facebook. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas du tout de la voir à la télévision, parce que, tu sais, au bout de la ligne, la fille, elle va rien voir son chum. Puis, comme Dylan, tu disais, la NFL va toujours médiatiser. Dès qu'il va y avoir une vedette à un match, la vedette va être montrée. Fait que l'affaire, c'est qu'elle est toujours là, mais elle a une raison de toujours être là. Fait qu'on peut pas vraiment y en vouloir. Tu sais, c'est pas sa faute à elle. C'est normal qu'elle monte tout le temps, parce que c'est une des plus grosses vedettes au monde en ce moment. Puis eux font de l'argent avec ça. Mais moi, durant les matchs, ça me dérange pas du tout de la voir. Puis en plus, ça montre la mère, mettons, à Travis Kelce ou son frère. Ça va être la même chose. Puis justement, dans le match des Dolphins, il y a beaucoup de monde qui chialait encore qu'on a vu Taylor Swift, mais on a vu Jason Kelce, le frère de Travis, a eu plus de temps d'écran qu'elle. Puis même si c'est un joueur de football, mais dans le sens que c'est surtout, je pense, à la sphère médiatique, ça dérange le monde. Là, le match des Dolphins, veux-tu juste me rappeler, c'était quand? C'était les Chiefs contre les Dolphins? Ouais, dans le fond, c'était le premier match de division des Chiefs contre les Dolphins, puis Jason Kelce, ben c'était après leur match, fait que lui, il était là. Puis il s'est juste mis en bedaine. C'est peut-être le match contre les Bills. Je me suis fait tromper. Ouais, je pense que c'était le match contre les Bills. Mais ça, c'est vrai. Il y avait eu quand même beaucoup de temps d'écran, mais je pense que c'est des exemples que les revenus de la NFL, oui, tournent autour des parties qui sont jouées, mais bon, ça aller chercher des revenus pas avec la publicité, puis c'est pas nécessairement des annonces de commanditaires, ça peut aussi être juste des personnes qui se présentent au match.
T'as mentionné, Renaud, que 30 secondes de airtime, excusez-moi mon anglais, sur 3 heures, c'est pas beaucoup. Je pense qu'il y a des joueurs qu'on voit même pas 30 secondes, qui ont une importance sur le jeu. Je pense que c'est beaucoup, 30 secondes, là, pour une star qui ne joue pas dans la NFL. Oui, je comprends l'enthousiasme autour de ça, mais je trouve que on peut montrer les joueurs, on peut montrer d'autres choses. Ça serait quoi, mettons, d'autres publicités que tu proposerais, mettons? Ben, je pense on peut montrer les joueurs sur le banc, d'autres Les joueurs choses. sur le banc. Non, mais d'autres choses, je pense que juste la montrer qui célèbre, qui est dans sa loge, mais en même temps, pour elle aussi, peut-être qu'elle veut pas ça se faire filmer tout le temps, je pense que ça va voir. Bon, prochaine question. Sur les retombées économiques de la NFL, un des événements qui, je trouve, à mon opinion, qui impacte beaucoup l'économie de la NFL, c'est le Draft Day ou connu en français sous le nom du repêchage. C'est le Draft Day, dans le fond, c'est la journée où ce que souvent les équipes vont faire des choix concernant des nouveaux joueurs qu'ils veulent acquérir, concernant comment ils veulent bâtir leur équipe. Dans le fond, quand on parle de Draft Day, je voudrais savoir c'est quelle manière que les équipes vont privilégier ou utiliser pour aller repêcher les joueurs, mettons. Ben, c'est important de comprendre que contrairement, mettons, à la NHL, dans laquelle il y a une loterie pour déterminer l'ordre des choix au repêchage, comme cette année, il y avait une polémique que les Blackhawks ont eu le premier choix au repêchage qui les ont permis de repêcher Connor Bedard. Ben, dans la NFL, c'est pas ça. C'est que l'équipe avec la moins bonne fiche au total a le premier choix, peu importe ce qui arrive. S'il y a une égalité totale, il y a un tirage au sort, mais même si c'est la même fiche, il va y avoir un calcul des victoires en conférence, des victoires de division, puis ainsi de suite pour déterminer qui a eu la moins bonne saison, en fait. Puis, dans le fond, c'est un classement inversé. Fait que les moins bonnes équipes de, mettons, 32 à 22, ben, on va avoir les 10 premiers choix. Puis ainsi de suite. Puis quand c'est rendu pour les équipes qui font les séries, ben, c'est les premières éliminées qui vont avoir les choix les plus tôt. Puis les deux équipes qui se rendent au Super Bowl vont avoir les deux derniers choix de la première ronde. Fait que ça, c'est comme un élément de base qu'il faut comprendre sur le fonctionnement du repêchage de la NFL. Quand tu dis loterie, c'est quoi? C'est que les équipes sont pigées au hasard ou? Ben, dans le fond, dans la NHL, chaque équipe a un pourcentage de remporter le premier choix. Okay. Fait que même si tu as la pire saison de l'histoire de la NHL, t'es pas certain d'obtenir le premier choix au repêchage. Fait que je pense que les Blackhawks, je me trompe peut-être, avaient environ 5% de chance de remporter le premier choix au repêchage l'année passée, mais ça reste qu'au final, c'est eux qui l'ont eu. Quand tu dis là, que ça va être les fiches les plus basses là, qui vont aller chercher les meilleurs joueurs, tu sais, moi j'écoute le football, fait qu'on dirait que j'ai déjà mon opinion là-dessus, mais pensez-vous que ça peut justement influencer les équipes qui ont ils savent là, qui ont des moins bonnes équipes, qui vont dire ben on va aller chercher, bon on va avoir une saison plus poche, on va pas perdre par exprès, mais ils peuvent genre influencer quels joueurs ils vont mettre, ils vont peut-être mettre les joueurs comme même s'ils se blessent, c'est pas grave entre guillemets. Ça peut-tu influencer ça les équipes, puis aussi est-ce que d'avoir mettons le premier choix ça vient comme leur donner plus de revenus parce que tu veux pas les joueurs t'es achètes entre guillemets là. Est-ce que ça va jouer aussi sur les revenus de l'équipe pour qu'après ils puissent les réinvestir dans les joueurs? Absolument. Faut savoir aussi que, comme tu as mentionné, ça va arriver à des équipes, je vais utiliser le terme en anglais, de tank si on veut, là, de pas nécessairement tout le temps jouer pour la victoire pour ensuite avoir le premier choix. Aussi, il faut savoir que souvent les premiers choix, c'est des joueurs qui sont très populaires, médiatisés. Donc pour les petites équipes, ça peut amener beaucoup de revenus en termes de vente de chandail, en termes de publicité. Donc si on veut, c'est bien fait dans la NFL pour que tous les marchés s'y développent à chaque année, dans le sens où même si ton équipe a été moins bonne cette année, avec l'arrivée de tes premiers choix que tu as repêchés, ben, ça peut changer la donne tout simplement dans ta ville, dans l'État, dans la communauté, dans le sens où un joueur qui est vraiment très bon, qui va être très populaire, qui va arriver dans la nouvelle équipe, qui va être le premier choix repêchage, ça va tout de suite générer des revenus. C'est vraiment très avantageux pour la NFL. Puis aussi, le fait de tanker, je pense pas nécessairement que c'est une mauvaise stratégie. Je pense qu'il faut savoir que des fois, il faut penser à l'avenir puis à rebâtir l'équipe aussi. Puis en termes de revenus, là, ça a-tu des répercussions économiques sur l'équipe ou pas plus que ça, à part d'avoir le premier choix? Je pense que ça dépend vraiment de qui tu sélectionnes en termes de premier choix. Aussi, ça dépend de sa performance. Parce que tu peux être un premier choix qui va vraiment pas bien performer ensuite. Ben, les gens vont peut-être pas nécessairement t'aimer. Il peut y avoir des polémiques aussi médiatiques avec le joueur ou question de personnalité, question de système aussi, à quel point le joueur il s'adapte au système, à l'environnement, à la communauté aussi. Puis il y a certains joueurs qui sont vraiment plus à l'aise avec les médias, qui vont faire plus de choses pour la communauté, la ville, l'équipe.
Il y en a d'autres qui vont être vraiment plus concentrés sur le football. Donc, ça va peut-être pas avoir le même impact sur l'économie pour l'équipe et pour la communauté. En général, là, c'est combien de joueurs qui draftent par année? Le repêchage de la NFL, c'est environ, je pense, 256 joueurs qui sont repêchés chaque année. Mais il faut savoir que c'est environ 30 à 35% de ces joueurs-là qui vont faire l'équipe, c'est-à-dire être sélectionnés parmi les 53 joueurs qui vont faire partie de l'équipe officielle pour la saison. C'est même aussi en hockey ou? Ben, faut comprendre que justement au football, vu qu'il y a 53 postes possibles dans une équipe, il y a beaucoup plus de joueurs qui peuvent faire l'équipe. Fait que habituellement, c'est une moyenne, les joueurs qui sont repêchés en 3e ronde ou plus haut vont avoir un poste dans l'équipe parce que les équipes repêchent en fonction des positions qu'ils ont besoin pour l'année suivante. Contrairement, mettons, à la NHL, ton premier choix, ça veut pas dire, comme David Reinbacher, qui a été repêché au 5e rang pour la Canadienne cette année, ne joue pas pour l'équipe cette année, mais ils en ont pas besoin. Il n'y a pas autant de spots à remplacer dans un roster de football. Donc, c'est sûr qu'en plus, les joueurs vont être draftés selon leur position, puis ainsi de suite. Puis pour en revenir à ce que tu disais tantôt, les joueurs sont médiatisés depuis plus longtemps que les joueurs dans la NHL, par exemple. C'est la NCAA, c'est hyper populaire aux États-Unis, puis parfois, les jeunes aiment plus la NCAA que la NFL. Fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont connus du public dès leur repêchage. C'est pas la première fois que j'entends là, que souvent la NCAA va être privilégiée à la NFL. C'est quoi qui cause ça? C'est-tu justement la publicité autour de ça, le fait que c'est quand même des gros parties entre guillemets. Là, tu vois un match de la NCAA à télé, puis c'est quand même gros. Toi, je sais que tu es allé photographier à Albany cet automne. Tu peux peut-être plus nous illumer sur le sujet. J'ai eu une expérience à un match de l'NCAA Division 1 à l'automne. C'était incroyable de voir la communauté, les gens qui étaient présents, le band qui jouait, tout ça. Je pense que j'ai jamais assisté à un match de la NFL, donc je peux pas vraiment comparer les deux en vrai. Mais je pense que la différence est dans la liberté. Je pense que la NFL, c'est vraiment très, très encadré. Je pense que au niveau collégial, les joueurs ils ont une certaine liberté à gérer un peu si on veut, leur image en tant que telle. Puis je pense aussi que le fait que la NCAA, c'est vraiment pour les étudiants sont très impliqués. Là, quand tu fais un match NCAA, là, tu vas voir, il y a beaucoup d'étudiants, il va y avoir vraiment beaucoup de gens du même âge que les joueurs qui vont venir regarder. Je pense que ça fait une grosse différence aussi. La NFL, je pense que ça varie beaucoup l'âge des fans. Je pense que ça peut faire une différence. Là. C'est pas nécessairement chaque jeune exemple de 10 ans qui est fan de la NFL qui va avoir la chance d'aller voir un match chaque semaine aussi. Donc ça paraît quand même. Là. Je pense aussi que peut-être l'horaire aussi là, de la NFL qui fait en sorte qu'il peut y avoir moins de personnes impliquées. Là, ça me fait rire parce que tu dis que il veut pas, c'est beaucoup les jeunes puis les fans qui sont impliqués puis les autres sont plus jeunes. La NCAA, ça se peut côté retombée économique là. Parce que souvent c'est des jeunes qui vont, puis surtout moi je pense aux États-Unis où ce que les coûts d'études sont atroces. Est-ce qu'ils ont des retombées économiques quand même plus grandes que la NFL d'après vous ou non malheureusement? Je dirais pas plus grande que la NFL, mais je dirais que ça génère énormément d'argent. Faut savoir que la NCAA ne paye pas ses joueurs. C'est sûr que maintenant, il y a le NIL qui fait partie de l'équation, mais la NCAA ne paye pas directement les joueurs, donc les équipes n'ont pas de salaire à donner. C'est pas une business si on veut. Donc quand tu joues à NCAA, tu n'es pas un employé, comparativement à la NFL, où si tu joues dans la NFL, tu es considéré comme un employé techniquement. Donc durant la saison, les joueurs vont recevoir leur paye à chaque semaine, comme tout le monde qui travaille dans un emploi régulier, tu reçois ton chèque. Donc tu es considéré comme un employé. Mais la NCAA génère vraiment énormément de revenus, mais c'est pas le même type de business, je pense. Okay. Est-ce que tu veux rebondir sur le sujet? Ouais, ben tu sais, je pense pas que c'est vraiment comparable à la NFL. C'est sûr que c'est vraiment... Ça génère beaucoup d'argent, puis parce que c'est diffusé à TV puis tout, mais les propriétaires de la NFL, c'est des multimilliardaires, fait qu'au bout de la ligne, c'est dur d'équivaloir l'argent qui est fait dans les deux ligues. Puis comme tu disais, les NIL, ça veut dire Name, Image, Likeness, fait que c'est comme ton nom, ton image puis ta popularité. Fait que les joueurs, depuis que ça existe, font quand même beaucoup d'argent. Tu sais, mettons Shedeur Sanders, qui est le fils d'un grand joueur qui joue pour les Cowboys, Deion Sanders, fait environ 3,8 millions par année juste avec cet argent-là. Fait que les joueurs qui sont vraiment populaires font de l'argent quand même. C'est sûr que ça se compare pas à la NFL, mais justement, les NIL, c'est peut-être une raison pourquoi, là j'emmène ça dans le basketball féminin, il y a des filles qui sont des stars, mais qui vont rester dans la NCAA parce qu'ils vont faire autant, voire plus d'argent que s'ils seraient dans la WNBA. Mais ils vont faire plus d'argent parce que
avec les commanditaires, avec justement parce que tu sais ils ont pas de chèque, mais les gens qui payent pour aller voir mettons les matchs, ils ont quand même une partie de ça ou non? Ouais, ben dans le fond, comme Dylan disait, je pense quasiment que la NCAA féminine au niveau du basketball peut générer autant d'argent que la WNBA. J'ai pas les statistiques là-dessus, c'est que quand tu tombes professionnel, t'as un salaire qui est fixe. Alors que quand t'es encore au niveau collégial, comme mettons Angel Reese, c'est la première qui me vient en tête avec ça, c'est qu'elle est une joueuse pour LSU, on va faire beaucoup d'argent seulement au niveau de sa popularité puis au niveau de sa médiatisation, ce qui, je sais pas c'est quoi les détails, mais qu'elle pourrait pas faire nécessairement autant dans la WNBA avec un contrat professionnel qui est réglementé. On parle encore du draft là. Du draft là, à quoi on peut s'attendre cette année côté les joueurs mettons qui vont être échangés, puis ça pourrait être quoi être les impacts économiques ou s'il y en a pas là, sur le marché de la NFL ou du football américain en général? Je pense que cette année, on va avoir droit à un draft particulier. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'engouement pour le premier choix entre Caleb Williams, d'autres joueurs. Il y a aussi le fait que c'est Chicago qui doivent repêcher en premier, qui ont déjà un très bon QB. Donc, je pense que il va y avoir des échanges, puis aussi, il faut penser au côté économique. Comment se porte ton équipe en termes d'économie, ton marché, tes fans? Est-ce qu'ils aiment tes joueurs? Est-ce qu'ils veulent un nouveau QB? Aussi, il faut penser au fait qu'il y a le cap salarial au sein NFL. Donc, si tu repêches un jeune corps arrière, c'est sûr que son salaire sera pas le même que quelqu'un qui est à sa 5e année, qui a le droit à un autre type de contrat aussi. Donc, je pense que les équipes vont vraiment évaluer ça. Aussi, leurs besoins. Il faut aussi penser que les équipes, tout le monde veut gagner, donc tu veux bâtir une équipe pour aller le plus loin possible. Fait que dans le fond, choisir un joueur, mettons, qui déplaît à ton équipe pour avoir, à tes fans pour avoir un impact économique parce que les fans veulent pas diriger un peu genre la demande puis l'offre. Dirige un peu, je trouve que c'est poussé, mais je pense que ça arrive souvent que tu vas voir au repêchage, ils vont drafter un joueur puis tu vas voir la réaction des fans. C'est comme un exemple? Non, j'ai plusieurs exemples. Je pense que quand Baker Mayfield avait été drafté aux Browns, il y avait eu plusieurs fans qui n'étaient pas contents. Il y a d'autres exemples, mais vite comme ça, j'en ai pas d'autres. Mais je pense que ça peut avoir un impact direct. Exemple que moi, je suis un fan de NCAA, puis mon joueur préféré, exemple, c'est Jaden Daniels, corps arrière à LSU. Il se fait repêcher par mon équipe. Je vais probablement aller m'acheter un chandail. Ouais. Probablement. Directement, alors que si c'est un autre joueur, peut-être que je vais pas le faire. Et toi, Renaud? Ben justement, comme on disait, des joueurs comme, mettons, Penny Sewell, c'est un joueur qui a été repêché par les Lions l'année passée. Il y a eu beaucoup de critiques envers le directeur général de l'équipe pour avoir repêché ce gars-là, mais au final, ce gars-là a fait le Pro Bowl, qui est un peu comme les All-Stars dans la NFL cette année, puis il y a une saison extraordinaire. Puis justement, dans les derniers jours, le directeur général est allé parler aux médias, puis il a dit « Tout le monde m'a critiqué pour cette décision-là, mais maintenant, il n'y a pas grand monde qui dit grand-chose, parce que le joueur est excellent, mais justement, oui, les équipes peuvent repêcher en fonction des désirs de leurs fans, mais c'est toujours plus rentable au bout de la ligne de prendre un joueur selon ses capacités, puis selon ce que tu penses, comment il va fit dans ton équipe. » Puis pour cette année au draft, justement, tu as mentionné les Bears de Chicago. Les Bears sont dans une situation intéressante parce que leurs fans aiment beaucoup leur carrière actuel qui s'appelle Justin Fields, sauf que il a montré des signes de bons matchs, mais il y a aussi eu des gros bas dans ses 3 saisons avec l'équipe. Puis il est éligible pour un contrat dans les prochaines années. Donc si tu repêches, par exemple, le carrière qui va sûrement être repêché au premier choix, ça va être Caleb Williams, tu réorganises ton cap salarial pour payer moins cher pour encore 5 ans peut-être. Parce que sinon, tu es obligé de payer ton carrière, puis ça fait du mal à ton cap salarial, parce que souvent les équipes vont être bonnes quand leur carrière va faire plus d'argent. Comme Joe Burrow, son contrat, le carrière le mieux payé, commence l'année prochaine. Donc, les Bengals vont être obligés de faire des coupures au niveau de leur alignement. Donc, T. Higgins, qui est peut-être leur deuxième meilleur receveur, qui va devoir partir parce qu'ils ont juste plus l'argent pour le payer. Fait que dans le fond, le cap salarial, ça vient vraiment influencer pas les choix au draft et la réorganisation de l'équipe, là, si je comprends bien ce que vous me dites. Vraiment, sur les joueurs que tu vas échanger, justement, pour repêcher plus jeunes puis payer moins cher. C'est souvent une grosse décision qui est prise en considération par toutes les équipes puis tous les directeurs généraux et propriétaires. OK, fait qu'en premier, on a le cap salarial. Après ça, veut pas comme l'influence, mettons, des fans et tout. Y a-t-il autre chose aussi qui peuvent influencer, mettons, les choix dans le draft? Là, on parle aussi des habiletés du joueur en question qui va être repêché, mais y a-t-il autre chose aussi qui pourrait changer? Ou, Je pense que oui, il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, là. Je pense que le draft, c'est une journée spéciale vraiment pour tous les employés de l'équipe, l'organisation. Ils vont rencontrer les joueurs, ils vont suivre aux statistiques, ils vont regarder les films, les matchs des joueurs.
Il y a aussi un aspect plus systématique dans le sens où telle équipe va jouer un tel style de jeu. Peut-être que ce joueur-là va pas rentrer dans ton système, donc t'es mieux de pas le drafter, ou peut-être que tu dois revoir ton système. L'exemple que tu viens d'engager un nouveau coordinateur à l'offensive, ben, t'as aucune idée qu'est-ce qu'il va faire prochainement avec tel joueur ou tel joueur. Donc, c'est vraiment complexe, là, le draft de drafter un joueur. Je pense aussi que il y a l'aspect potentiel aussi. Des fois, il y a des joueurs qui ont pas nécessairement bien performé au niveau précédent, mais que ils ont montré des signes d'avoir un bon potentiel qui pourrait mieux s'adapter à la NFL. Il y a aussi le côté peut-être maturité à savoir combien de temps ils ont joué collégial, NCAA, combien de games ils ont commencé. Ça peut faire une différence dans combien de temps ça va prendre aux joueurs pour s'adapter à ton équipe. Est-ce que tu vas drafter un joueur que ça va prendre 5 ans avant qu'il soit bon? Ou ton joueur va être bon dans 2 ans, tu vas être capable de faire les séries dans 2 ans? Ou faut que tu dises, OK, ben, je vais le drafter. Dans 5-10 ans, ben, on va peut-être avoir une bonne équipe autour, puis on va peut-être commencer à faire les séries. Ouais. Renaud, tu voulais-tu rebondir sur le sujet? Ben, justement, je suis vraiment pertinent ce que tu viens de dire, parce que, mettons, comme le meilleur exemple de repêcher pour le futur, c'est les Packers. Les Packers avaient un Hall of Famer en Brett Favre, ont repêché Aaron Rodgers, ont attendu environ 2-3 ans, Brett Favre est parti, Aaron Rodgers est arrivé, ils ont continué à être une des meilleures équipes de la ligue dès ce moment-là, parce que ils ont développé leur carrière derrière un all-time great, ce qu'on dit, puis c'est la même affaire qu'ils viennent encore de faire. Ils ont repêché Jordan Love, tout le monde était comme, ah, OK, qu'est-ce qu'ils vont faire avec Jordan Love? Ils ont attendu 3 ans, Aaron Rodgers s'en va, Jordan Love, on sait pas trop s'il est bon. Cette année, il a montré en fin de saison qu'il était incroyable, puis ça augure bien pour le futur pour cette équipe-là. Puis bâtir par le repêchage, c'est essentiel, mais surtout au football de la NFL. Tu parlais là, des styles de jeu et tout, que ça va influencer. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que pas, c'est toutes des décisions qui vont être prises au final d'un point de vue économique? Dans le but, tu sais, pas, le but c'est que ton équipe fonctionne, puis de ramener de l'argent, puis de ramener des revenus. En premier plan, je pense pas que c'est économique, mais il faut savoir, plus ton équipe gagne, plus tu fais d'argent. Bah, environ, là, faut savoir ça, là. Donc, tu penses à gagner en premier, je pense que tu veux être une équipe gagnante, une organisation qui gagne. Donc, tu penses à trouver un bon joueur qui peut t'amener plusieurs choses côté football, qui va te faire gagner, qui va améliorer ton équipe. Puis, indirectement, ça influence le côté économique. Toi, Renaud? Ben, je suis quand même d'accord. Tu sais, c'est pas le point central quand tu bâtis son équipe, c'est pas l'aspect économique. Mais les propriétaires, si au niveau économique ça marche pas, ben ils vont soit relocaliser l'équipe, comme on l'a vu avec les Chargers. À San Diego, ils faisaient pas assez d'argent. Ben, ils sont retournés à Los Angeles, qui est un plus gros marché. Même si t'as moins des fans fidèles, t'as plus de monde qui vont aller voir tes matchs, puis ainsi de suite. Fait que oui, je pense que l'aspect économique, surtout au niveau des propriétaires, c'est vraiment pris en compte. Ouais, ça me fait rire, tu parles des Rams, là. Pas des Rams, des Chargers, puis les retombées économiques. Tu sais, ça coûte combien un ticket de parking pour aller voir une game? Non. 120$ pour 3 heures. Fait que non, c'est sûr que pas, tu sais, c'est sûr que c'est pas les propriétaires qui vont décider le prix du billet de parking, là, mais c'est sûr que pas, quand t'es propriétaire, moi je serais curieuse de savoir le nombre de propriétaires qui ont déjà joué dans la NFL. Je pense pas qu'il y en a un en ce moment. Tu sais, c'est des businessmen, puis pas le but c'est de faire de l'argent, là. Es-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord, c'est une entreprise, la NFL, tout le monde qu'on voit, là, souvent, c'est des employés. Tu veux runner ta business, tu veux faire de l'argent à la fin de l'année. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est peut-être malheureux des fois, mais je pense que d'un point de vue business, si on veut, c'est du divertissement. Donc, tu divertis les gens, tu fais ton argent avec, tu payes tes employés, puis faut que ça roule. Super. Ben, sur ça, les gars, on va aller faire une courte pause, puis à ceux qui nous écoutent, on vous revient bientôt à priori. Vous êtes de retour à priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Renaud et Dylan qui nous parlent de la Ligue américaine de football nationale et l'angle économique qui l'entoure. Avant la pause, on a parlé beaucoup du principe du draft qui impacte quand même beaucoup économiquement la NFL veut pas dans la saison. Moi, je laisse savoir, les gars, en continuant. Tu sais, souvent, quand on parle de draft, un terme qui va revenir souvent, c'est être un joueur autonome. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi être un joueur autonome? 2, j'aimerais savoir c'est quoi les inconvénients ou les avantages que peut avoir un joueur autonome. Ben, peut être un joueur autonome, mettons. Ben, pour commencer, un joueur autonome, c'est un joueur qui a pas de contrat ou qui a un contrat en cours qui finit au terme de la saison. Fait que le joueur va devoir re-signer un autre contrat avec une autre équipe pour jouer l'année prochaine, puis en fait, surtout pour faire de l'argent.
Fait que les principaux avantages que peut avoir un joueur autonome, c'est s'il vient juste d'avoir une bonne saison. Parce que, tout dépendant si tu viens d'avoir une bonne saison ou une mauvaise saison, selon tes standards, c'est là-dessus que vont se baser les GM puis tes agents pour demander un contrat important. Les GM, c'est quoi, là? C'est les directeurs généraux. OK. Ouais. Directeur Les général. GM, c'est les directeurs généraux. Dans le fond, par exemple, le carrière des Giants de New York, Daniel Jones, a pas eu une grosse carrière jusqu'à présent, mais l'année passée a eu sa meilleure saison en carrière de loin. Puis c'est, par chance pour lui, l'année que son contrat recommençait. Fait qu'il a signé une prolongation de contrat qui lui vaut environ 40 millions par année, ce qui est quand même fou pour un carrière de sa trempe. Puis cette année, il a pas eu une bonne saison, ce qui porte à croire que peut-être que les Giants vont repêcher un autre carrière ou peut-être le couper, ce qui serait quand même surprenant, mais c'est quand même une option qui se pose pour l'équipe. Fait que dans une situation comme ça, c'est avantageux pour le joueur, mais désavantageux pour l'équipe. Alors que dans l'inverse, si tu viens d'avoir une saison qui est pas très bonne pour tes standards ou que tu reviens d'une blessure, ben ça peut être plus difficile d'obtenir un contrat qui est quand même important. Par exemple, Lamar Jackson, l'année passée, même si en 2019, il a remporté le titre de joueur le plus utile à son équipe, ben il venait de se blesser durant la saison, fait que l'équipe voulait pas nécessairement lui donner un contrat avec les meilleures conditions d'argent garanti ou ainsi de suite. Mais au bout de la ligne, il a quand même réussi à avoir un bon contrat parce qu'au bout de la ligne, tes accomplissements antérieurs valent beaucoup dans l'argent que tu peux demander. Parce qu'il y a des modalités qui font en sorte que c'est pas tous les joueurs qui peuvent demander autant. Faut que tu aies certains accomplissements dans ta carrière pour demander un certain montant d'argent, un peu comme dans la NBA. Là, tu dis, tu sais, parce que dans ma tu m'expliques, on dirait que j'étais un peu perdu. Tu dis que c'est des joueurs qui ont comme pas nécessairement de contrat. Fait que, tu sais, si, mettons, je prends, genre, Patrick Mahomes, lui, mettons, un contrat de, genre, 3 ans avec les Chiefs à un salaire de tant de millions, mettons. Puis Lamar Jackson, lui, ce serait à chaque année, il faut qu'il le renouvelle. Non, dans le fond, c'est que, mettons qu'on prend pour acquis que Lamar Jackson, lui, c'était son contrat recru, qui avait eu des franchise tags. C'est un terme en anglais que je pourrais pas vraiment traduire. Je sais pas si Dylan, tu saurais comment traduire. C'est un terme, en fait, qui t'identifie comme joueur de franchise. OK. Dans le sens où l'équipe veut bâtir autour de toi, donc on est prêt à investir en toi beaucoup d'argent. OK. Fait que ça te rajoute un an à l'équipe sans avoir à renégocier ton contrat. Sauf que quand ton contrat vient à terme, fait que par exemple, j'ai un contrat de 5 ans, à ma 5e année, au terme de cette saison-là, je deviens joueur autonome. OK. Fait que je re-signe avec une autre équipe. Sauf que souvent, les joueurs étoiles comme les carrières, comme Patrick Mahomes, vont jamais vraiment devenir joueurs autonomes parce qu'ils vont signer des extensions de contrat. OK. Qui fait en sorte que, à ma 3e saison, sur 5, je signe une extension de contrat de 8 ans, par exemple. Fait que dès que je finis ma 5e saison, j'ai une 8 autres années qui commencent dès la 6e saison, en fait. Dès que la 5e finit, j'ai 8 autres années qui commencent dès après. Fait que c'est pas tous les joueurs qui deviennent vraiment joueurs autonomes. OK. Tu voulais-tu renchérir sur le sujet des joueurs autonomes? Ben, je pense qu'il y a pas mal tout dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es joueur autonome, tu n'as pas d'équipe à signer. C'est un peu comme ne pas avoir d'emploi. Donc, tu te sers de tes dernières saisons comme CV, si on veut un peu, tes statistiques pour aller essayer de signer ailleurs ou re-signer avec ton équipe. Donc, je pense que c'est très complexe aussi comme aspect du football. Mais je pense qu'il faut savoir que c'est une business, encore une fois. Puis les joueurs, des fois, c'est pas leur avantage. Tu peux, comme tu l'as mentionné, sortir de blessure. Mais les saisons d'avant, tu avais des très bonnes saisons, mais dû à ta blessure, tu as une moins bonne saison. Après ça, tu dois négocier, voir avec l'équipe, avec ton agent, qu'est-ce que tu vaux maintenant. As-tu un exemple de ça ou? Ben, il y a plusieurs exemples. Je pense notamment à quelques porteurs de ballon. Saquon Barkley qui, bon, jusqu'à maintenant, a eu quand même quelques blessures. C'est sûr que ça peut diminuer ta valeur auprès des équipes sur le marché, de voir que tu es souvent blessé, tu performes pas toujours de façon constante. Donc, quand arrive le temps de négocier, ça peut être plus difficile. Y a-t-il des positions au football que c'est plus avantageux? C'est moins à risque, dans le fond, d'être joueur autonome que d'autres. C'est parce que là, tu parles des porteurs de ballon, c'est sûr que eux, c'est souvent une position qui va être le plus blessée quand j'y pense. Fait que, est-ce que ça peut justement comme jouer sur moi je suis à telle position, il y a moins de risques que je sois porteur de ballon quand va venir le temps d'avoir un contrat ou de me renégocier un contrat, fait qu'ils vont comme prioriser ça ou ça les dérangera pas. Je pense que souvent les corps arrière, ça va être ceux qui vont être le moins à risque d'être joueur autonome. En tout cas, du moins les meilleurs, je pense qu'ils sont tout le temps en mesure de signer des contrats avant de tomber joueur autonome. Mais je pense aussi ça dépend vraiment du type de joueur que t'es, à quel point t'es essentiel à ton équipe, de tes performances. Souvent l'équipe vont le voir, là, il va y avoir des statistiques qui vont être analysées dans le sens où le joueur il performe de mieux en mieux. Donc là on sait qu'on va arriver à une saison où si on se fie à la tendance, il va
mieux performer. Donc, on est peut-être mieux de tout de suite signer une extension pour pas le laisser tomber agent libre ou une autre équipe pourrait venir le chercher et lui offrir plus de conditions, plus d'argent, tout simplement. Tu voulais-tu rebondir sur le sujet? Ben, justement, les corps arrière, c'est souvent la position qui va vraiment être priorisée par les équipes pour pas les laisser aller sur le marché des joueurs autonomes pendant qu'ils ont la priorité de parler avec eux. Parce que une équipe, mettons que je suis sous contrat avec les Chiefs, par exemple, les Dolphins peuvent pas venir me parler. Okay. Tu peux pas négocier des contrats avec d'autres équipes autant que t'es pas joueur autonome, sinon les équipes ont des pénalités. Comme c'est arrivé avec Tom Brady, par exemple. J'élaborerai pas sur le sujet, mais bref. Oui, les corps arrière, c'est souvent des joueurs qui sont de franchise, puis ton équipe se base autour de eux. Fait que c'est pour ça qu'il y a des règles beaucoup qui protègent les corps arrière dans la NFL, que t'as pas le droit de plaquer après sa passe, puis ainsi de suite, parce que les propriétaires, puis la ligue, veulent pas que les corps arrière se blessent à tous les matchs. Parce que c'est ça qui vend le plus, c'est ça qui génère le plus d'argent pour une ligue. Puis c'est totalement normal qu'il y ait des règles qui protègent les corps arrière, même si parfois ça peut sembler un peu soft comme terme, les règles envers les corps arrière, c'est rien que c'est ça qui bâtit l'argent pour la ligue, puis ainsi de suite. Fait que c'est normal qu'il y ait des règles qui soient basées contre ça. Puis les porteurs de ballon, c'est de loin la position qui est la plus à risque quand c'est le temps de devenir joueur autonome. Puis c'est pour ça qu'ils veulent souvent des contrats qui sont plus à long terme pour s'assurer d'avoir de l'argent sur plusieurs années. Parce que c'est normal, parce que t'es plus à risque de te blesser souvent. De ce point de vue-là, t'es plus à risque de te blesser, ça veut pas nécessairement dire que tu mérites un contrat à long terme. Faut savoir que la durée de vie d'un porteur de ballon à NFL, c'est 2 ans et demi. Et mon Dieu! Et dans ces 2 ans et demi-là, tu dois prouver que t'es un très bon porteur de ballon assez rapidement. Sinon, je pense que avec le draft, avec tous les autres porteurs qui tombent agent libre, justement, tu peux te faire échanger, tu peux te ramasser sans emploi, tu peux aller jouer dans une autre ligue, des choses comme ça. Donc, ça laisse pas nécessairement beaucoup de temps, exemple, aux porteurs de ballon, mais il faut savoir que la NFL, c'est beaucoup de joueurs qui vont bouger à chaque année. Il y a 250 joueurs qui sont repêchés. Il y en a qui sont pas repêchés, qui vont se ramasser à faire l'équipe aussi. Ça tourne beaucoup. La durée d'une carrière en NFL, c'est vraiment pas très long. On dirait que je savais qu'il y avait une petite durée de vie, une durée de statistique, là, mais 2 ans et demi, c'est pas beaucoup, là. Bah, c'est peu. C'est peu, mais c'est environ 2 ans et demi. Les receveurs, c'est environ 3 ans. Je pense que on le remarque pas parce que des fois, il y a des joueurs qui sont dans une équipe. Tu peux être, exemple, 3e receveur, tu vas jouer de temps en temps. Okay. L'année prochaine, on ne voit plus dans l'équipe, mais personne ne s'en rend compte. OK. T'as plus d'équipe, tu fais, qu'est-ce que tu fais, des choses comme ça. Donc, on le voit pas, mais c'est vraiment beaucoup de joueurs qui vont rentrer, sortir rapidement, là, la NFL. Je vais dévier un peu là, du sujet, oui puis non. T'as mentionné les règles autour des corps arrière. Moi, quelque chose qui me fascine et me surprend de la NFL, c'est à quel point ils ont des règles vraiment strictes. Pas juste auprès des corps arrière et tout, là. On parle aussi de, tu sais, mettons, je sais que les célébrations, s'ils font certaines célébrations, ils se claquent une amende. S'ils ont pas de bas dans leurs souliers, ils se claquent une amende. Si tu encore dans des buts de protéger leurs joueurs puis de revenir plus économiquement, ou je veux votre opinion là dans le fond là-dessus, ou vous pensez que c'est plus encore des manières de faire des revenus? Là? Moi, je pense que durant le jeu en tant que tel, les règles actuellement sont quand même correctes. Je pense qu'on vise à protéger les joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sport très intense, donc il y a souvent beaucoup de contacts, il faut protéger les joueurs. On l'a remarqué que maintenant, les anciens joueurs, ils ont souvent beaucoup de conséquences à leur carrière. Je pense que c'est bien de vouloir protéger les joueurs. Si on sort un peu du jeu, dans le sens où, après le jeu, les célébrations, tout ça, je pense qu'il y a beaucoup d'amendes qui sont inutiles. Mais encore une fois, je pense que la NFL veut vraiment contrôler son sport, son divertissement. Puis, d'un autre côté, protéger les joueurs aussi. Je pense qu'on parle d'être humain tout comme nous, puis je pense que la santé physique, mentale, c'est très important aussi. Donc, faut chercher à protéger les joueurs. Je pense que c'est souvent des personnes qui sont massifs. On parle de 200 livres, 200, 300, des gars de 5 et 11, 6 et 4. Donc, les impacts sont vraiment importants, là. Puis, il y en a qui sont pas très protégés. Il faut voir les épaulettes, le casque, donc... Fait que c'est pas un point de vue économique, selon toi? Selon moi, je penserais pas, mais il faut penser aussi au fait que pour une équipe, si ton corps arrière se fait ramasser 10 fois par game puis il n'y a pas de règlement, tu vas peut-être le perdre pour toute ta saison. Puis c'était peut-être le joueur qui amenait le plus de fans dans ton stade. Ouais, c'est comme indirect. Toi, Renaud, tu penses? Puis ouais, en fait, les corps arrière, c'est totalement vrai, mais aussi les règles de rudesse ou ainsi de suite, c'est aussi pour... mettons que ton casque se brise pendant le match, tu peux pas jouer une autre possession avec un casque brisé. Mais non, faut que tu ailles le changer parce qu'en même temps, la NFL se protège elle-même parce que si il y aurait un accident majeur puis qu'un joueur aurait des répercussions sur son mental ou quoi que ce soit, là, c'est eux qui pourraient être poursuivis. C'est normal qu'il y a beaucoup de règles par rapport à l'équipement puis par rapport à
ce que tu fais, que tu as le droit de faire ou pas faire, parce que la NFL se protège les joueurs, mais aussi elle-même un peu par la même occasion, puis c'est totalement normal. Mais pour les célébrations, puis tout, je sais pas trop c'est quoi les réglementations par rapport à ça, puis les règles sont basées sur quoi? Tu sais, je connais certaines règles que t'as pas le droit de faire des trucs obscènes ou quoi que ce soit, puis ça fait du sens, ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui le regardent, puis ainsi de suite. Mais l'ensemble des règles par rapport à ça, je sais pas si c'est basé sur quoi nécessairement. Je pense que c'est pour peut-être éviter les débordements. Je pense que il peut y avoir des débordements des fois, puis ça peut causer du tort à l'image de la NFL aussi, donc je pense que... Puis encore indirectement, si l'image de la NFL est ternie, c'est moins de joueurs, moins de partisans qui vont voir, fait que je veux pas sûr que ça... Indirectement, c'est des pertes économiques, là, je pense. Ouais, je pense que oui. Je veux pas qu'on le veuille ou non, tout retourne autour de l'économie puis du marché, mais tu sais, c'est un gros marché, là, la NFL, c'est justement pourquoi on en parle aujourd'hui. Bon, on va revenir plus sur le sujet des joueurs. Si on parle des contrats des joueurs, peut-être on en a parlé un peu, mais de manière plus spécifique, comment le contrat des joueurs fonctionne, puis c'est quoi les modalités? Parce que, par exemple, tu sais, tantôt t'as mentionné Joe Burrow. Si on prend Patrick Mahomes en ce moment, tu sais, Patrick Mahomes, ça va faire... je veux pas dire n'importe quoi, mais c'est sa sixième victoire de division, je pense, en tout cas consécutive. De division, il y en a plusieurs. Sa fiche est incroyable. Oui, mais consécutive, c'est genre 6, si j'ai compris, ou de quoi de même. Ah, tu parles en c'est série? 4, ouais, c'est ça. De quoi de même? Ouais, ça se peut. En tout cas, bref, ça fait plusieurs victoires qu'il y a, mettons, comme champion de division. Ouais, c'est sa 4e victoire de champion de conférence. C'est ça, 4. Puis là, il s'en va au Super Bowl pour comme la 4e fois justement de suite. Il a pas toutes gagné, évidemment, les 4 victoires, mais tu sais, il va encore là. Puis il a un salaire moins élevé que Joe Burrow. C'est quoi qui va justement déterminer... Toi, on te paye plus cher. Tu sais, là, on a parlé du cap salarial puis tout, mais c'est quoi qui va vraiment déterminer ça? Parce que tu sais, si on se fie à Joe Burrow cette saison-ci, tu sais, moi, à chaque fois que j'avais un pool sur lui, je perdais, là. Fait que c'est quoi qui détermine ça? Faut comprendre que Patrick Mahomes, c'est un peu dans une situation particulière parce qu'un peu comme Tom Brady, il chasse un peu des fantômes. Parce que Mahomes est dans une catégorie seule en ce moment dans la ligue, puis son pseudo-but, c'est qu'il n'y a pas vraiment un carrière qui a les mêmes accomplissements ou qui est sur le même niveau que lui dans n'importe quelle statistique, en fait. Fait qu'il chasse un peu les records à Brady pour se rendre à 7 championnats. Ça, c'est mon opinion, puis je pense que ça fait assez de sens parce qu'il prend souvent des coupures de salaire, que j'appellerais, c'est qu'il prend moins d'argent qu'il pourrait pour bâtir une meilleure équipe autour de lui. Parce que justement, les carrières prennent... c'est un peu ça, parce que Tom Brady aussi a fait ça au courant de sa carrière, c'est que tu prends moins d'argent pour avoir plus de joueurs qui sont bons, comme mettons pour pouvoir payer Chris Jones, qui a signé cette année avec les Chiefs pendant 1 an encore, puis qui va encore devenir joueur autonome l'année prochaine. Travis Kelce, pour conserver quand même un bon bassin de joueurs, ils vont te permettre de gagner puis de rester compétitif à chaque saison. Fait que pour un joueur, pour Mahomes, ça vaut plus de gagner le Super Bowl à chaque année que d'avoir un gros contrat. Parce qu'au bout de la ligne, l'argent, c'est de l'argent, mais Burrow, par exemple, c'est totalement légitime de prendre le plus d'argent possible. Moi, je ferais la même affaire, là, tu sais. Okay. C'est que Mahomes, c'est vraiment particulier parce qu'il prend un peu des coupures de salaire pour avoir une meilleure équipe. Là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir avec les contrats, c'est qu'on ne connaît pas tous les détails des contrats. Donc là, le dernier contrat à Patrick Mahomes, c'était sur 10 ans. C'était, je pense, environ 450 millions. Mais il faut savoir qu'il touchera pas le même montant à chaque année. Il va toucher la plupart de son argent à la fin de son contrat. Okay. Donc ça, c'est pour accommoder l'équipe dans un but où tu as un cap salarial à respecter, tu dois aller chercher d'autres joueurs parce que à lui tout seul, il peut pas avoir autant de victoires, des choses comme ça. Mais il faut savoir que les contrats, c'est vraiment différent selon chaque joueur, selon l'équipe aussi. C'est pas nécessairement ce qu'on voit à la télévision, ce qui est annoncé sur les médias que le joueur il va toucher. Faut savoir aussi que il y a des taxes là-dedans, il y a des bonus aussi. Donc, il faut vraiment s'informer au niveau contrat avant de commencer à lancer des roches à gauche, à droite. Plus précisément, c'est le cap salarial, on en a parlé un peu, mais y a-tu des modalités plus précises autour de cette notion-là? Dans le fond, le cap salarial de la NFL, contrairement à lui de la NBA, par exemple, c'est un cap salarial solide. Ça veut dire que les équipes peuvent pas aller $1 au-dessus de celui-là. Par exemple, la NBA, ils peuvent, sauf qu'ils ont des pénalités de choix de repêchage ou quoi que ce soit. Fait que dans la NFL, t'es obligé de au moins compenser pour 90% de la masse salariale totale de ton équipe. Fait que, mettons que le cap salarial est à 100 millions de dollars pour tous tes joueurs, ce qui est pas le cas, c'est plus que ça. T'es obligé de payer tes joueurs au moins 90% du maximum en moyenne sur 3 ans. Fait que ça se peut qu'une année tu sois à 85%, mais l'autre année 97%. Okay. Puis les contrats, comme Diane disait, sont répartis sur plusieurs années. Fait que souvent, avec l'inflation, ça va aussi pour le cap salarial de la NFL qui est basé sur les revenus générés par la NFL.
Fait que le cap salarial monte d'année en année ou descend comme avec la COVID, a descendu d'environ 16 millions, je pense. Fait que ça se base sur les revenus générés par la NFL. Puis, justement, les contrats des joueurs, ça va être la même affaire. Fait que, mettons, Tyreek Hill, qui a signé le plus gros contrat quand il a signé avec les Dolphins de l'histoire pour un receveur, qui, je pense, revient à peut-être dans les environs de 30 millions par année sur 5 ans, je pense, au début, fait seulement 21 millions. Sauf qu'en 2026, il va commencer à faire 43 millions par année. Fait que, c'est quand même des gros changements qui montrent les intentions de l'équipe à court et à long terme. Puis souvent, les équipes vont miser sur le court terme pour réussir à gagner maintenant avec des joueurs qui vont avoir des salaires plus bas, puis ils vont prendre en charge leurs salaires plus élevés de leurs joueurs plus tard quand ils vont être moins compétitifs ou juste les échanger pour plus avoir à se charger de ça. Il y a tout autre modalité. Parce que là, on parle du cap salarial. Le disant, tu t'avais l'air à dire qu'il n'y avait pas nécessairement... On sait pas tout, mais y a-tu des affaires qu'on sait justement sur les modalités des contrats qui vont influencer comme le marché des joueurs? Je pense que ce qu'il faut savoir, c'est par rapport au contrat, c'est que t'as un certain nombre de joueurs que tu vas payer. Il y en a que tu vas moins payer aussi durant ta saison. Donc, on a dit tout à l'heure que c'est 53 personnes qui font partie de ton équipe en termes de roster. Mais il y a des joueurs là-dedans qui vont pas toucher le même salaire. Puis aussi, il faut savoir que il y a des contrats recrues, puis il y a des franchise tags comme on a discuté tout à l'heure. Donc ça aussi, ça peut affecter le marché, si on veut, là, en termes de joueurs. Puis aussi, il faut savoir que selon les équipes, les taxes sont pas les mêmes. Il y a aussi des bonus dans ton contrat en termes de performance qui vont des fois changer quelque chose. Puis il faut savoir que c'est vraiment une business, la NFL. Quand tu arrives pour négocier un contrat, tu veux des bonnes conditions, mais tu veux aussi garder ton environnement de travail qui est ton équipe. Exemple que si moi je suis corps arrière, si je veux prendre tout le salaire, ben, peut-être qu'on n'aura pas l'argent pour payer d'autres receveurs, des choses comme ça. Donc c'est vraiment complexe en termes de contrat là, pour les gérants de la NFL. Là. Et tu parles de taxes de l'État. Est-ce que la majorité justement des contrats des joueurs est financée par les taxes de l'État dans lequel ils sont? Ou... Parce que moi, on dirait que j'ai l'impression que dans le fond, ce qui dit on a de l'argent ou on n'a pas d'argent pour investir dans tel joueur, c'est est-ce que on a des partisans, est-ce que les partis on génère des revenus et tout, mais si je comprends bien, il y a des taxes aussi qui embarquent là-dedans. Ce que je voulais dire, c'est dans le sens où quand tu signes un contrat, exemple, Patrick Mahomes qui a signé 450 millions, qui va faire un tel montant par année, là, ça varie vraiment, ben c'est pas ça qu'il va avoir dans ses poches. Ce que je veux dire, c'est qu'il va payer des taxes, il va payer des frais à l'association, il va payer des frais pour l'association des joueurs, plein de choses comme ça. Donc, les joueurs, ils vont négocier des fois à la hausse, tout simplement parce qu'ils savent que après toutes les déductions, ils vont pas tant avoir dans leur poche. Il y a des affaires de déductions que tu disais, c'est les... Ben, il y a la taxe d'État selon l'État où t'es résident. Il va y avoir, il y a plusieurs associations dans la NFL où t'es obligé, dans le fond, chaque joueur est obligé de payer une partie, si on veut, là. Okay. Ça fait comme l'association des joueurs, puis ils vont faire plusieurs choses avec tout l'argent qu'ils vont recevoir. Ça peut-tu influencer l'équipe dans laquelle ils veulent aller jouer? Parce que je sais par exemple que il n'y a pas d'équipe au New Hampshire, là, mais tu sais, mettons, je sais que dans le New Hampshire, ils n'ont pas vraiment de taxes. Je pense que oui, ça peut influencer selon les intérêts du joueur. Là. C'est sûr que si t'es rendu au niveau de ta carrière où tu veux faire de l'argent, ben c'est sûr que tu vas peut-être te déplacer dans une équipe où ils sont peut-être mieux situés par rapport au taxage. Je pense à Miami ou des choses comme ça, mais tu sais, ça dépend vraiment aussi du style de vie, du style de joueur que t'es. Mais je pense que les équipes, définitivement, ils savent que ça peut avoir un impact en termes de contrat. Tu voulais-tu rebondir là-dessus, Renaud? Ben, c'est pas particulièrement là-dessus, mais il faut aussi prendre en compte que les équipes peuvent couper à tout moment un joueur. Fait que, mettons que ton contrat il est de 5 ans, puis tu fais plus d'argent à la fin dans les années 4 et 5, ben l'équipe peut juste te couper après 3 saisons. Il n'y a pas de clause contre ça? Non, il n'y a aucune clause contre ça. Tu peux te faire couper après 3 saisons, puis ton contrat termine. Tu fais pas d'argent. Sauf que contre ça, les joueurs incluent à leur contrat des bonus de signature. Puis les bonus de signature, c'est un peu comme de l'argent qui est garanti. Parce que dans le fond, tu vas l'avoir tout. Mettons qu'on signe 45 millions ton contrat, mais tu as 15 millions de bonus de signature. Fait que dès la signature de ton contrat, tu commences avec 15 millions que tu es sûr d'avoir. Sauf que l'équipe va répartir le 15 millions qui va compter sur la masse salariale de l'équipe sur les 3 ans de ton contrat, par exemple. OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui vaut beaucoup pour les joueurs parce que justement, vu que t'es pas sûr si tu vas te faire couper n'importe quand, parce que l'équipe a le plein contrôle sur les joueurs, ben beaucoup de joueurs veulent les bonus de signature qui sont quand même significatifs parce que c'est de l'argent qui est garanti pour eux. C'est beaucoup plus sécuritaire pour financièrement. Faut savoir aussi que le bonus de signature, souvent, ils te le donnent 2 jours après. Donc si, exemple, je prends l'exemple de Zay Flowers, receveur recru chez les Ravens, son signing bonus était, je pense, de 7 millions. Tu le reçois
3 jours après un chèque dans tes mains directement. Alors que ton contrat, t'es payé seulement durant la saison, à chaque semaine. Donc, ça peut avoir une très grosse influence là, de ton signing bonus si tu décides que tu négocies en fait un signing bonus ou on t'offre un signing bonus de X millions, tu le reçois tout de suite. OK, quand même. Mais est-ce que ils vont décider, mettons, de finir les contrats des joueurs parce que, mettons, sont pas bons ou juste parce que ça peut être pour des raisons économiques aussi? C'est souvent la principale raison. C'est si un joueur joue pas à la valeur de son salaire, OK. souvent, ils vont juste le couper ou l'échanger pour plus avoir à payer son contrat. Sauf que, ils ont de l'argent ils ont comme, ça c'est un autre terme qu'on va pas vraiment aborder parce que c'est trop compliqué. Ça s'appelle le dead cap. C'est l'argent qui est lié au bonus de signature puis à l'argent garanti d'un joueur que si tu le coupes, t'es obligé de le garder sur ta masse salariale pour au moins 2 ans, dépendant quand tu coupes le joueur. Puis ça rajoute quand même beaucoup de compliqué au niveau financier pour les équipes qui doivent gérer ça avec les caps salariales. Fait que souvent les équipes vont couper un joueur après, je pense, le 1er ou le 16 juin parce que ça te permet d'étendre ton dead money sur 2 ans. Mais c'est comme de l'argent qui est lié au l'argent garanti si tu coupes un joueur trop tôt avant la fin de son contrat. Fait que c'est quand même très technique. Présentement, là, on a parlé de Joe Burrow aussi, mais c'est quels joueurs dans la NFL qui sont mieux payés en ce moment? T'as Justin Herbert puis Joe Burrow qui sont en ce moment les 2 joueurs les mieux payés. Sinon, à ma connaissance, le mieux payé comme receveur, c'est Tyreek Hill si on prend l'entièreté de son contrat. Je pense pas que c'est lui qui fait le plus d'argent par saison cette année, mais c'est lui qui a le contrat qui a le plus de valeur. En tout cas, ça, c'est certain. Là, je viens de repenser à une autre question des contrats. Là, question de même, là, est-ce que quand ils décident leur contrat, t'es payé de même pour je pense que c'est 18 semaines là, de saison régulière. Est-ce qu'il y a comme un autre contrat à part pour les playoffs ou non? Oui, dans le fond, c'est séparer la saison des séries. Exemple que ton contrat annuel, c'est 3 millions, ils vont diviser ça sur le nombre de semaines qu'il faut avoir dans la saison, exemple 17. Donc, à chaque semaine, tu vas recevoir le montant d'argent qui te revient. Ensuite, une fois que tu rentres en série, c'est d'autres revenus que l'équipe génère. Donc, les joueurs vont être payés différemment selon, premièrement, leur performance, la performance de l'équipe, s'ils gagnent ou ils perdent. Donc, à chaque match des séries, tu reçois, si on veut, un versement pour chaque match des séries que vous jouez. Je pense environ 160 000, quelque chose comme ça, je pense. Ils renégocient les contrats en une semaine, là? Non, souvent c'est inclus dans ton contrat, là. Exemple. Comme une clause si on va dans les playoffs. Exactement, là, il va y avoir vraiment beaucoup de détails, là, de si on va dans les playoffs, si on gagne, si on perd. Chaque match que tu joues, t'es payé. Puis là, on va revenir, excusez-moi, à la question de, justement, les joueurs mieux payés de la Ligue. Tu voulais-tu rebondir sur le sujet? Ou non? Pas vraiment, T'as pas d'opinion là-dessus? Tout a été mentionné, je pense que c'est bien dit. Super. Sinon, en ce moment, côté rentabilité, c'est lesquelles les équipes qui sont le plus rentables dans la Ligue? C'est définitivement les Cowboys de Dallas. Ça, c'est l'équipe la plus riche de la Ligue parce que c'est juste qu'ils ont un des propriétaires les plus riches, puis c'est l'équipe la plus populaire qui génère le plus de profits, qui vend le plus de marchandises d'équipe, puis qui est relativement populaire partout aux États-Unis, mais c'est une des équipes qui a le plus de haters aussi, par la même occasion, parce que ils ont beaucoup de couverture médiatique, puis leurs joueurs sont populaires, juste parce que c'est des joueurs des Cowboys, tu sais. C'est comme une blague, mais une des personnes les plus influentes aux États-Unis, c'est le carrière des Cowboys de Dallas. C'est pas vrai, mais c'est une des personnes les plus connues juste parce que t'es le carrière des Cowboys. Fait que t'as beaucoup de pression, mais si tu gagnes, ce qu'ils font jamais, t'as beaucoup de hype avec ça aussi, là. Juste les joueurs, les traders non plus, ça peut pas influencer. Les traders des Cowboys, c'est quand même un des trucs qui est connu aussi. Je pense que c'est les traders les populaires. C'est ça. Genre même les gens qui connaissent pas ça, ils vont entendre parler des Cowgirls. C'est juste pour ça. Sinon, y avait-tu... il y a les Cowboys, mais tu une autre équipe aussi, là? Moi, je pense que j'ai une idée, mais... c'est sûr qu'avec le passage de Tom Brady puis la dynastie des Patriotes qui s'est un peu faite pendant 2 moments, dans le fond, en 2001 et 2006, puis je pense entre 2011 et 2018, c'est quand même une équipe qui, veut pas, a eu beaucoup de fans juste parce qu'ils gagnaient, en fait. C'est normal d'aimer une équipe qui gagne, puis moi, mes équipes préférées quand j'étais jeune, c'était les équipes qui gagnaient à la fin de l'année parce que c'était cool de les voir gagner, tu sais. Ou j'aimais une équipe qui avait un logo cool, c'est soit le logo il est cool ou l'équipe gagnait à la fin de l'année, tu sais.
Fait que c'est les Patriots. Mais les Patriots, on dirait que, moi, ben, j'avais entendu dire, je sais pas si c'est fondé, là, mais que veut pas aussi la Nouvelle-Angleterre est comme une des régions aux États-Unis, il y a quand même beaucoup d'argent qui circule là, il y a beaucoup de sièges sociaux qui sont là pis tout. Fait que veut pas, c'est sûr que ça doit influencer la rentabilité des équipes, là. Il y a plus d'investisseurs et tout, là. C'est sûr que l'emplacement de l'équipe va vraiment déterminer à quel point tes revenus sont importants, là. Faut savoir ça aussi, il y a des endroits aux États-Unis où la communauté n'est pas impliquée dans le sport ou des choses comme ça, où il y a tout simplement pas d'argent qui circule dans l'économie locale de la ville et l'État. Donc ça va affecter, veut pas, les revenus de l'équipe indirectement. Super. Bon, ben, dernière question avant de finir cet épisode. Je demande pas des faits, là, c'est juste, selon vous, la NFL, elle ferme ses portes demain, là. Est-ce que l'économie américaine serait vraiment gravement impactée ou ce serait comme, oh ben, on n'a plus de Sunday night, puis de Monday night, puis de Thursday night, puis c'est pas plus grave que ça, là? Ben, je pense pas que ça serait gravement impacté. C'est sûr que ça aurait un impact économique, mais de quelle ampleur, je sais pas particulièrement. Moi, je pense que l'impact serait énorme, là. Faut penser à tous les contrats de télévision qui en est avec la NFL. Pense à tout ce que tu vois sur ESPN, TSN, CBS. Tout ça, c'est avec la NFL. Demain matin, si la NFL, ça shut down, c'est beaucoup de pertes économiques. C'est beaucoup de contrats qu'on ne sait pas même avec d'autres entreprises hors télévision. C'est énorme comme business. Là, on parle des milliards qui sont générés par la NFL chaque année. Si d'ici demain matin, ça shut down, je pense que ça va vraiment paraître dans l'économie, là. Mais penses-tu que ça va affecter, mettons, l'économie hors monde sportif? Parce que c'est ça que je me demande, moi. Si ça va affecter, mettons, l'économie qui touche, mettons, le citoyen moyen ou surtout l'économie en lien avec le monde du sport, juste? Je sais pas exactement il y a combien d'employés dans la NFL, mais il doit en avoir beaucoup. Des joueurs à aller aux porteurs d'eau, aux soigneurs. Tout le monde est payé par la NFL. Si demain matin la NFL paye pas, eux ils vont faire quoi? Ils n'auront pas d'argent pour dépenser, ils n'auront pas d'argent pour se loger, se nourrir. Ça va avoir un impact colossal. Mais je pense que c'est indirect aussi. Tu on pense juste aussi au, tu sais, je m'imagine, tu sais, le dimanche quand c'est ça qui joue à la maison chez nous, tu sais, c'est de 1h à 11h le soir à tous les dimanches pendant 18 semaines des matchs constants, là, puis toute la journée, puis c'est des matchs sur plusieurs postes, puis même souvent ils diffusent pas tout parce que les chaînes de télévision ont pas tous les moyens de diffuser en même temps. Tu sais, c'est des gens là, qui travaillent aussi mettons pour NBC ou pour RDS et tout, qui commandent, qui s'occupent de la diffusion et tout. Moi je pense que oui, veux pas, genre c'est des impacts indirects économiques là, personnellement. Et vous rajoutez quelque chose avant de je pense que juste à penser, exemple, l'industrie alimentaire, je suis pas mal sûr que chaque dimanche là, il y a beaucoup de choses qui se vendent juste pour regarder les matchs. Les ailes de poulet seraient en crash. Exactement. Le marché des ailes de poulet en pleine diminution. Là, je sais que l'épisode va être diffusé après le Super Bowl, mais on va voir si vous aviez des bonnes prédictions. Je veux savoir, c'est quoi vos prédictions pour le Super Bowl? Est-ce que ça va être les Chiefs ou les 49ers qui vont gagner? Moi, je pense que ça va être les 49ers. La raison est simple, c'est que ils ont battu mon équipe, les Ravens. Et aussi, je pense que les 49ers sont plus équipés, entre guillemets, pour ce match. Je pense que les 49ers, ils ont beaucoup de joueurs d'expérience si on enlève leur QB. Je pense qu'ils ont plus d'outils aussi. Il faut savoir que leur système me plaît beaucoup. Donc, je pense que ça va être vraiment un très bon match. Toi, Renaud, c'est quoi ta prédiction? Avec Chiefs Kingdom, baby. Moi, je pense que t'as le futur GOAT Patrick Mahomes qui donne un avantage sur n'importe quelle défense. Les 49ers ont joué contre des défenses assez, pas des top défenses de la ligue. Entre les Packers, selon la saison régulière, ont pas une grosse défense. Les Lions ont une meilleure défense en fin de saison, mais ça reste que c'est pas une des défenses comme celle des Chiefs qui est, sans aucun doute, top 3 de la ligue, puis peut-être même première selon certains arguments. Moi, je pense quand même que les Ravens avaient une meilleure défense cette année, mais selon moi, les Chiefs étaient au moins deuxième. Les Browns, on a vu que ça allait un peu flop au début des séries. Puis les Chiefs ont fait face à des meilleurs corps arrière que les 49ers. Fait que je pense qu'ils ont plus prouvé qu'ils pouvaient jouer en série. Mais c'est vrai que les 49ers sont totalement stack avec Brandon Ayuk, Deebo Samuel, Trent Williams, George Kittle, Christian McCaffrey. C'est une équipe de feu, c'est une équipe de rêve, mais je vais miser sur l'expérience avec un joueur comme Patrick Mahomes, Travis Kelce. On dirait que j'en ai aucune idée. Moi, j'avais mis que c'était les Ravens qui gagnaient le Super Bowl, puis depuis, on dirait que je sais pas.
On dirait que j'aimerais ça que ce soit les 49ers parce que ça fait vraiment longtemps qu'ils ont été au Super Bowl puis qu'ils seraient dû pour gagner. En même temps, tu sais, si c'est les Chiefs, je serais pas plus déçu. J'aime l'équipe en tant que telle, mais... Moi, je vais être très déçu si c'est les Chiefs qui gagnent. J'ai vraiment pas envie de voir Taylor Swift à la télévision en train de célébrer, mais je pense que t'as mentionné un bon point, là, le côté défensif. Les Chiefs n'ont pas marqué de points contre les Ravens en deuxième demi. Sur ce, merci les gars d'avoir participé à l'épisode. Pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt.